parole est à Monsieur René-Paul Savary pour le groupe UMP. Tu vas bien. Bien, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Président de l'AMEX, Monsieur le rapporteur. La T2A est une tarification largement appliquée en Europe. En France, nous avons été plus loin que d'autres pays sur le champ concerné par cette tarification à l'activité. Et aujourd'hui, l'hôpital fonctionne pour une part très importante de ses recettes de T2A. En somme, pour une appendicectomie, quel que soit l'établissement, la sécurité sociale verse un certain montant à l'hôpital. Et pour affiner tout cela, un grand nombre de critères sont pris en compte et la façon dont le séjour se passe à l'hôpital est aussi analysée. En bref, c'est un énorme algorithme qui permet de déterminer quel tarif sera perçu par l'hôpital et ce n'est pas forcément la réalité économique. Autant le dispositif précédent, et cela a déjà été souligné, le forfait global, gommait les différences liées aux activités, ce qui était source d'immobilisme. Autant la T2A peut être une course à l'activité. Et son application depuis quelques années méritait véritablement un examen approfondi, ce qui a été fait à travers de ce rapport de façon très perspicace, que les auteurs en soient largement remerciés. Je voudrais simplement, à travers mon propos, souligner quelques imperfections dont il faudra peut-être envisager la correction, Madame la Ministre. Dans une première partie, je vous fais part de quelques réflexions et en deuxième partie, je commenterai quelques propositions. Mes réflexions sont le fruit de remarques remontées du terrain. Elles sont inspirées par ma double expérience à la fois de membre d'un conseil de surveillance d'un petit centre hospitalier rural, Cézanne, dans la Marne, cela a été souligné, mais également membre d'un conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire régional, celui de Reims. Ces réflexions en ce qui concerne les permanences de soins. Outre les frais de structure, la permanence des soins coûte en frais de personnel qui n'est pas soumis à une activité constante. Et il faut prendre en compte, bien sûr, le tissu rural, la faible population, mais également la spécificité, les distances qu'il peut y avoir par rapport aux grands centres techniques, mais également les spécificités locales. Je vous dis ça simplement, je suis élu de Cézanne, située sur la triste Nationale 4, route fréquentée à 2 voies, et non pas 2 fois 2 voies, puisqu'elle devait être modernisée en même temps, concomitamment à la création de l'autoroute A4. Vous voyez, ça reporte avant les années 70, mais il n'y a toujours pas eu de modernisation. 12 000 véhicules jour, 40% de poids lourds. Vous doutez que lorsqu'il y a des accidents, il s'agit d'avoir des antennes de SMUR le long de la route qui soient particulièrement performantes. Et à contrario, les urgences sont aussi sollicitées, disons-le, régulièrement par des gens plus pressés que nécessitant des soins urgents. Parallèlement, il y a également les gardes de médecins libéraux qui sont organisées, pas partout, mais quand elles sont organisées, ces gardes ne sont pas forcément sollicitées. Je puis vous dire que j'en sais personnellement quelque chose. Donc il faudra bien, je pense, un jour dans notre pays, qu'il y ait une véritable prise de conscience collective sur l'utilisation à bon escient des services publics. Et on voit bien les difficultés que se posent lorsqu'on le veut améliorer, par exemple, le système de relais des urgences et de réponse aux urgences à travers le rapprochement du 15 et du 18 lorsqu'il n'est pas fait. De même, on peut souligner également dans notre système l'impossibilité de payer des actes médicaux ou des soins sur place dans les centres hospitaliers, malgré la bonne volonté des gens, ce qui ne les responsabilise pas forcément et ce qui montre bien la limite de la gratuité, par opposition aux dépassements d'honoraires qui sont la partie extrême de l'autre côté du balancier, et il nous faudra bien trouver un juste milieu si nous voulons sauver notre système de santé. Une deuxième remarque en ce qui concerne l'enseignement. L'enseignement est source de coûts différents d'un établissement à l'autre. Les jeunes étudiants ont une tendance naturelle à surprescrire, ce qui n'est pas pris en compte dans la T2A. Et la
correction pourrait se faire par le financement des missions qui devraient peut-être prendre, dans ce cas-là, une part plus significative. Une troisième remarque en ce qui concerne la recharge, les fameuses mairies, les missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, car la recherche est un élément essentiel pour la renommée d'un centre hospitalier, notamment universitaire. Et au départ, me dit-on, l'IGAS avait estimé à 15 000 € le coût par an par étudiant qui faisait de la recherche. Il n'est plus actuellement que de 10 à 11 000 €, ce qui pénalise les laboratoires et qui coûte aux établissements concernés, donc les CHU. Cette mission de recherche relève-t-elle entièrement du financement par la sécurité sociale? La question est posée et cela mérite qu'on s'y penche. Je m'attarderai un peu plus sur la quatrième remarque en ce qui concerne les numerus clausus. L'augmentation du numerus clausus était véritablement indispensable pour les universités sous-dotées, mais cette augmentation a conduit à baisser le niveau requis pour accéder à la formation en médecine, automatiquement. Donc le tutorat en est plus lourd, ce qui a eu différentes conséquences, et notamment pour les CHU nouvellement surdotés qui sont soumis, à travers cette augmentation, à la triple peine. Dans les régions difficiles, avec une démographie défavorable, comme c'est le cas spécifiquement en Champagne-Ardenne, les internes ne restent pas. Ils partent à l'issue de leur formation. Première peine. Les gardes d'internes nécessitent un accompagnement. Elles ne ramènent pas d'activité tarifée dans le cadre de la T2A, mais créent une dépense supplémentaire. Par exemple, l'exemple type, les interventions chirurgicales sont plus longues lorsqu'elles sont effectuées par les jeunes internes en chirurgie. Elles mobilisent davantage d'heures de personnel médical et paramédical. Deuxième peine. Et puis, le nombre de professeurs n'a pas augmenté. Il en résulte des heures supplémentaires consacrées, bien sûr, à la formation, au détriment des actes rémunérateurs. Troisième peine. En ce qui concerne, Madame le ministre, maintenant, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ces contrats pluriannuels sont une procédure intéressante, mais parfois hasardeuse. Les nouveaux CPEM 2012-2017 sont actuellement proposés, après concertation, mais sans connaissance des moyens réels qui ne seront définis qu'en fin d'année en fonction de la répartition définitive des enveloppes par l'ARS, et notamment pour les missions d'intérêt général. Si les objectifs sont fixés, les moyens n'y sont pas. Une adaptation du dispositif doit être envisagée, car il est difficile d'avoir une vision des objectifs sans avoir une visibilité budgétaire. En ce qui concerne maintenant l'ONDAM, pour contrôler les dépenses de sécurité sociale, l'idée est de maîtriser l'augmentation annuelle de l'ONDAM. Les déterminants de l'ONDAM sont d'une part l'inflation qui agit sur les consommables, mais également le GVT, qui est une inflation naturelle de la masse salariale. Aussi, la tentation est-elle légitime de combler les déficits en laissant filer les allocations à travers les MIGAC. Cela signifie l'explosion de l'ONDAM au détriment du juste soin. Et si les aides à la contractualisation venaient à être considérablement augmentées, cela reviendrait d'une certaine façon au système de dotation globale et à ces dérives de dépenses incontrôlées, en affaiblissant d'autant la T2A. Ce qu'il faudrait peut-être au contraire faire, c'est chercher à maîtriser les aides à la contractualisation tout en revisitant le système d'attribution des missions d'intérêt général et en s'assurant de contrôler les dérives issues de la T2A. Je voudrais en citer quelques-unes. L'optimisation du codage de séjour avec pour simple but la rentabilité extrême, cela s'est vu parfois. La sélection de patients financièrement rentables, on peut être tenté, ou le renforcement des pratiques médicales les plus invasives au détriment de pratiques plus précises mais moins invasives, mais moins bien valorisées. Rassurons-nous, ces risques sont aujourd'hui en partie contrôlés par la sécurité sociale. Il y a encore sans doute des marges de progression. Il faut toutefois garder à l'esprit que la T2A est un système mondialement utilisé et l'un des seuls outils de pilotage de l'efficience de l'hôpital. En ce qui concerne la comptabilité analytique hospitalière et performance, là aussi, il mériterait qu'il y ait des améliorations qui soient faites pour faire en sorte que l'on sache réellement, à l'intérieur de chacun des services, ce que peut coûter telle ou telle
information. Et je pense qu'il serait judicieux de renforcer cette vision analytique qui serait un gage important à la fois pour les médecins, mais également pour les administratifs. En ce qui concerne maintenant les différentes propositions que je souhaiterais faire et qui ont été faites notamment à travers ce rapport, je voudrais citer un certain nombre qui méritent d'être prises en compte. Déjà, la proposition sur la télémédecine, qui est une avancée tout à fait intéressante, et Alain Milon a eu l'occasion de la souligner. Elle commence véritablement à être au point, notamment dans le domaine de l'imagerie ou dans les consultations de spécialistes à distance. Et il est urgent, je partage ce point de vue, de régler les problèmes de tarification et de responsabilité médicale. Dans le domaine de la médecine du travail également, Madame la Ministre, il y a une innovation qui est pertinente à condition de la reconnaître rapidement, compte tenu bien sûr du déficit de médecins du travail. Et je voulais vous alerter qu'un décret pourrait être pris rapidement en ce qui concerne l'expérimentation dans ce domaine et permettrait d'avancer de façon à, là aussi, prouver qu'il existe des choses intéressantes et qui généreraient des économies, tant dans le domaine de la médecine de ville que dans le domaine hospitalier. La proposition 26 méritait aussi qu'on s'y penche, puisqu'elle pose la question des moyens des ARS. Sont-ils adaptés aux ambitions régionales? En fait, les ARS sont chargés de décliner une politique nationale à l'échelon régional. Il existe un certain nombre de disparités à régler, puisque les différences sont terribles sur le terrain. Et il faut trouver l'articulation avec le financement notamment du médico-social, de la responsabilité des collectivités locales. Et bien souvent, les doubles tarifications ont une répercussion sur le budget des hôpitaux. Il faudra aussi s'y pencher. Et puis insister sur la proposition 35 qui est replacer le malade au sein du dispositif d'évaluation budgétaire en travaillant sur le parcours de santé. Je pense que c'est quelque chose d'important et mon expérience professionnelle montre bien, comme médecin généraliste, que trop souvent ce parcours de santé est un véritable parcours du combattant, surtout pour les pathologies lourdes, et véritablement on peut trouver des systèmes d'amélioration. En conclusion, il reste encore bien des problèmes à résoudre et la question se pose quant à l'extension de cette tarification, notamment aux soins de suite et aux hôpitaux locaux. Personnellement, j'invite à la plus grande prudence. Le dispositif peut être amélioré. Il s'agit, cela a été rappelé, de répartir une enveloppe définie annuellement dans le cadre de l'ONDAM. Est-il envisageable d'exclure la partie recherche? Est-il envisageable d'exclure la partie investissement? Cela a été souligné. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions, car nous sommes attachés à l'efficience de notre système hospitalier. Merci. Merci, mon cher collègue.